L'histoire commence alors qu'un homme monte nerveusement dans un train. Lorsqu'il descend, il commence à courir frénétiquement, mais il est rapidement découvert par un groupe qui semble connaître son secret. Ce groupe couvre la zone de fumée et l'homme montre ses incroyables compétences de combat en se défendant contre plusieurs attaquants. Les attaquants lancent plusieurs lames sur cet homme, alors il sort sa propre lame pour riposter. Les attaquants utilisent ensuite des aiguilles métalliques appelées senbon, mais cet homme a des réflexes incroyables. Il les attrape avec ses dents et les renvoie vers les attaquants. Malheureusement, cet homme est submergé par leur nombre. Il est capturé lorsqu'un engin s'accroche à son cou et il est traîné par un homme à l'apparence terrifiante. Ce méchant le claque au sol et utilise son épée pour l'achever. Les attaquants utilisent un dispositif pour confirmer que leur cible a été éliminée et s'en vont. Ailleurs, un fermier nommé Joe profite de la vie à la ferme et finit par rentrer chez lui pour travailler sur sa moto. Il joue à un jeu avec son jeune fils, Kyle, qui essaie de lui faire une surprise, et il dit à l'enfant qu'il a des yeux derrière la tête. La femme de Joe, Sarah, arrive et n'en revient pas de voir à quel point le visage de Joe est sale. Kyle explique que son masque ressemble à ceux que portent les Oni, mais qu'ils sont vraiment de mauvaises personnes. Joe le prévient que les Oni pourraient penser qu'il est l'un d'entre eux, mais Kyle est certain que son grand et fort papa les combattra s'ils viennent après lui. Joe dit en plaisantant qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner contre ces personnages fictifs, mais Sarah affirme qu'elle s'en occupera pour Kyle. Joe plaisante en disant qu'il doit se dépêcher de finir de réparer sa moto pour quand Sarah se retrouvera dépassée en combattant les Oni. Plus tard, un reportage détaille comment l'homme de Pluto a perdu la vie, et Sarah semble préoccupée par le fait qu'il pourrait s'agir des Oni. Kyle est certain que c'était eux, mais il est temps pour lui d'aller se coucher. L'enfant dit bonne nuit à sa mère, et Joe lui rappelle que son anniversaire approche. Avec Kyle profondément endormi, Joe vérifie consciencieusement les caméras de sécurité qu'il a installées autour de sa maison. Sarah est inquiète à cause de la manière dont l'homme a été éliminé. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'aucune information n'a été trouvée sur qui il estimated Joe lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et la rassure que personne ne les trouvera au milieu de nulle part. Sarah est surtout préoccupée par quelqu'un appelé le faucheur, mais Joe explique que cela ne peut pas être lui puisqu'il a toujours travaillé seul. Le lendemain, nous avons un aperçu de la prudence de Joe pour cacher leur identité lorsqu'il efface leurs empreintes digitales d'une poignée de porte. La jeune famille continue ensuite à profiter de leur vie paisible comme d'habitude, et Joe fait de son mieux pour être un bon père en remontant le moral de son fils. Une nuit, il est rapporté qu'une autre personne a perdu la vie aux mains d'une organisation mystérieuse. Cela marque l'une des nombreuses occurrences récentes, si bien qu'une enquête à grande échelle est en cours pour découvrir ce qui se passe. Le jour de l'anniversaire de Kyle, la famille aimante profite d'un agréable barbecue. Ils plaisantent tous en chantant des chansons et Kyle souffle les bougies sur son gâteau d'anniversaire préféré. Kyle ouvre un cadeau pour découvrir un jeu vidéo et Joe lui offre également un nouveau casque. Joe préfère celui-ci au masque effrayant d'Oni, alors Kyle déclare qu'il n'est plus un méchant, mais qu'il est maintenant un héros. Sarah fait remarquer qu'elle aime simplement voir son visage normal, et toute la famille partage une chaleureuse étreinte. Ils ne pourraient pas être plus heureux, alors ils se disent tous combien ils s'aiment les uns les autres. Cette nuit-là, Joe se lève du lit mais dit calmement à sa femme de rester là. Joe descend les escaliers où tout semble normal. Quelque chose apparaît à la fenêtre et Joe est attaqué. Les attaquants font irruption, mais Joe en repousse plusieurs avec maîtrise. Son incroyable habileté lui permet de prendre l'une de leurs armes et il utilise son épée pour éliminer plusieurs de ses hommes. Alors qu'il est en train de neutraliser un assaillant, Joe entend son fils crier pour l'appeler. L'alerte de Joe le fait réagir instantanément. Il bloque un attaquant qui tente de l'arrêter et anéantit complètement cet homme. Joe se précipite pour retrouver sa famille tout en cherchant quelque chose. Mais un autre attaquant tire 2 aiguilles métalliques qui traversent son cou. Déterminé, Joe refuse de se laisser arrêter par cela et rampe jusqu'à l'étage.
La douleur paralysante le submerge et on aperçoit une silhouette mystérieuse à l'extérieur. Joe finit par atteindre le 2e étage où il découvre que plusieurs attaquants ont été éliminés. Cependant, Joe est horrifié lorsqu'il voit les corps sans vie de Kyle et Sarah sur le sol. Un choc accablant envahit le corps de Joe et l'homme au regard maléfique explique que la femme de Joe s'est bien battue. Ce monstre plonge sa lame directement dans son cou, déclenchant une rage aveuglante chez Joe, mais il est poignardé dans le dos. Joe traîne l'assaillant tout en essayant de se rendre auprès de sa famille, mais les blessures subies sont trop graves pour qu'il puisse continuer. Les attaquants réalisent que quelqu'un a dû alerter les autorités, car les sirènes de police se font entendre au loin. Le chef confirme que Joe n'est plus en vie, alors ils partent juste avant l'arrivée de la police. La police arrive sur les lieux et découvre avec horreur la famille massacrée. Quelque temps plus tard, Joe, qui semble avoir perdu la vie, reprend conscience. Ses premières pensées sont des souvenirs de sa famille sans vie, et il vomit uniquement à cause de l'émotion écrasante qui consume son corps. La prochaine fois que Joe se réveille, il se trouve dans un hôpital et l'infirmière appelle d'urgence un médecin. Joe ne prononce que le nom de sa femme et s'évanouit à nouveau. Joe finit par se réveiller et un médecin lui explique qu'il est miraculeusement revenu à la vie alors que le coroner l'avait déjà déclaré mort. Joe s'en fiche complètement et veut juste savoir ce qu'il est advenu de sa femme et de son fils. Malheureusement, on lui répond qu'ils n'ont pas survécu. Dehors, 2 personnes sont venues lui rendre visite. Il s'agit de Mike et Emma du FBI. Ils veulent l'aider dans son enquête et lui posent plusieurs questions sur l'identité de l'agresseur. Joe ne dit pas un mot, mais Mike voit bien qu'il est très en colère. C'est probablement le pire moment pour lui poser des questions, alors Mike laisse sa carte. Mike dit à Emma que ce n'est qu'une intuition, mais il pense que Joe sait qui sont les agresseurs. Ils décident qu'ils le surveilleront à tour de rôle et Emma est la première à observer Joe sur le toit. Joe se souvient de l'instant où on l'a emmené dire au revoir à sa famille. L'infirmier a constaté qu'il ne pouvait plus déplacer Joe et que c'était parce que Joe avait freiné le fauteuil roulant. Joe tremble de rage et ne supporte plus de s'approcher des corps de sa famille décédée. De retour sur le toit, les souvenirs de sa femme et de son fils lui reviennent en mémoire et Joe commence à grogner de colère. Sa rage atteint son point d'ébullition et il porte de nouveau la main à son poignet, d'où il sort cette fois une aiguille en métal. Joe se transperce avec l'aiguille, ce qui a un effet étrange sur son corps. À ce moment-là, Joe est attaqué par plusieurs assassins. Toujours sous le coup de la colère, il devient fou furieux et élimine plusieurs de ses assaillants avec brio. Joe fait preuve d'une force et d'une précision impressionnantes et parvient à prendre le contrôle du combat. Mais ce n'est pas tout. Joe fait une sorte de jutsu et transforme son corps en fumée noire. Ce mouvement est incroyablement puissant car il lui permet d'éliminer plusieurs assassins en un instant. Emma n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Joe ne l'aide pas à le découvrir et l'assomme. Joe, furieux, poursuit alors son attaque sans relâche et met en pièces plusieurs autres assaillants. Ils sont nombreux et Joe tire étrangement une épée sur l'ascenseur. On comprend alors pourquoi il a agi de la sorte. Il se sert d'un poteau pour se défendre et pousse tous les assassins restants dans l'ascenseur. Même si Joe est en infériorité numérique, il devient très clair que les assassins sont piégés à l'intérieur avec lui et non l'inverse. Joe se tient au-dessus de tous les cadavres lorsqu'il arrive à un autre étage et il frappe d'effroi les cœurs de tous les adversaires restants. Mike se demande pourquoi Emma ne répond pas à son appel et est choqué lorsqu'il trouve plusieurs cadavres. Joe termine sa course à proximité et est retrouvé par le chef des assassins. Des souvenirs reviennent à l'esprit de Joe et il attaque le chef avec fureur. Ce dernier n'est manifestement pas comme les autres, car il se défend bien et parvient même à passer un engin autour du cou de Joe. Joe se libère rapidement, mais le combat reste équilibré. Joe finit par utiliser à nouveau sa technique de l'ombre, ce qui lui permet de porter une attaque dévastatrice. Joe enchaîne rapidement avec d'autres coups et le combat se termine peu après. Joe exige de savoir comment ils l'ont trouvé, lui et sa famille, et comment ils ont su que c'était bien lui.
Le chef se moque de Joe en lui disant qu'il peut changer d'apparence autant qu'il veut, mais qu'il ne pourra jamais échapper à son destin. Joe choque alors ce type et lui enlève son déguisement. Joe ne dit plus un mot et met fin à la vie du chef. Joe va ensuite voir sa famille. Il a du mal à la regarder et s'effondre à genoux. Joe rentre ensuite chez lui et perce un trou dans un mur. Il en retire une boîte qu'il avait cachée et nous voyons qu'elle contient plusieurs objets dont un masque. Joe regarde fixement une photo qui, une fois de plus, inonde son esprit de souvenirs de sa famille. Nous voyons une dernière fois la maison familiale juste avant que Joe n'y mette le feu. Joe regarde brûler sa vie paisible et remplie d'amour et il met le masque. Le feu consume tous les souvenirs, mais nous voyons que Joe est toujours rempli de colère. Plus tard, Joe revit le moment horrible où sa famille est morte. Cette fois, sa femme l'appelle par son vrai nom, Higan. Sa famille n'a plus de déguisement et le fils de Joe lui crie dessus. Joe se réveille alors de son horrible cauchemar et nous voyons qu'il a ligoté le chef des assassins. Joe est cependant en très mauvais état et s'effondre. Joe est surpris d'entendre que quelqu'un est arrivé et cet homme est tout aussi choqué car il pensait que la prochaine fois qu'il se verrait, ce serait dans l'au-delà. Cet homme est un médecin et il se demande pourquoi Joe ne porte pas son déguisement. Joe révèle que l'organisation a trouvé un moyen de voir à travers le système de masquage qu'ils utilisaient. Le médecin se demande pourquoi le corps de Joe est toujours battu, mais il s'en rend compte en voyant le bras de Joe. Joe a utilisé l'art secret de la prise de conscience brutale, ce qui explique ce qu'il a fait lorsqu'il s'est poignardé sur le toit. Le docteur dit à Joe de ne plus jamais l'utiliser, car la prochaine fois, il mettra sûrement fin à ses jours. Lorsqu'il voit le dos de Joe, il lui dit d'oublier la prochaine fois, car il aurait dû mourir après s'être poignardé. Joe n'a aucune idée de la raison pour laquelle il a pu survivre et le médecin se demande si quelqu'un le maintient en vie. Il faudra 6 jours entiers à Joe pour se rétablir complètement, mais il veut juste aller assez bien pour obtenir des réponses de son invité qu'il n'a pas encore réussi à convaincre. Le médecin se demande ce que Joe compte faire après cela et sa réponse est simple. Il va traquer tous ceux qui sont responsables du meurtre de sa famille. Le médecin donne à Joe quelque chose pour l'aider à se remettre, mais cela lui fait très mal et il s'évanouit. Après avoir récupéré un peu, Joe va voir le chef des assassins. Joe ne dit pas un mot et se met à lui asséner un coup de couteau. Joe le poignarde plusieurs fois, mais l'homme lui rappelle que les ninjas ne craquent jamais. Joe le choque en lui faisant remarquer qu'il le sait déjà et continue à le poignarder. Joe ne s'arrête pas au fil des jours et l'assassin finit par demander à Joe ce qu'il essaie de prouver. Il supplie Joe de mettre fin à ses jours, mais ce dernier l'ignore. Plusieurs jours passent, mais Joe n'en a pas fini et continue de faire souffrir l'homme. Un jour, Joe l'asperge d'essence. L'assassin commence à parler comme un fou et aurait aimé que Joe voie la tête de sa femme. L'assassin n'est pas impressionné par le fils de Joe, qui a peur comme tout le monde, mais la femme de Joe est différente. Ses yeux étaient remplis de colère et de haine jusqu'à la fin. Ce psychopathe va encore plus loin et dit à Joe que sa femme pleurait de plus en plus chaque fois qu'il lui enfonçait son épée dans le corps. Joe lui dit calmement d'écouter attentivement et lui explique qu'il va brûler les yeux de sa famille dans sa mémoire pour toujours. Il décrit ensuite l'incroyable douleur qu'il va lui faire ressentir. Joe lui dit qu'il ne connaîtra jamais le doux soulagement de la mort, car il devra toujours trembler de peur devant les Oni de l'au-delà. Joe met le feu à ce type et regarde l'assassin hurler à l'agonie. Ailleurs, Mike est retiré de l'enquête concernant Joe Logan. Il s'agit d'un ordre des supérieurs qui sont mécontents de ce qui s'est passé à l'hôpital. Il n'y avait pas de caméra sur le toit et ils ne savent pas à qui appartient le sang. Mike souligne qu'Emma a tout vu, mais son patron lui suggère de lui demander à nouveau puisqu'elle semble avoir changé sa version des faits. Mike est furieux qu'Emma ait abandonné, mais elle rit de voir à quel point il est évident que les plus hauts responsables essaient d'étouffer l'affaire. Il se passe quelque chose de louche et elle sait que la meilleure chose à faire est d'obéir. En secret, elle a enquêté sur Logan et sa famille. Elle a découvert qu'ils utilisaient tous des pseudonymes et qu'aucun d'entre eux n'existait réellement. De retour auprès de Joe,
Il jette un coup d'œil à l'appareil qui crée son déguisement et repense à la façon dont on lui a dit qu'il protégerait tout le monde. Il prend ensuite sa moto pour commencer ses recherches, mais le premier endroit où il se rend est vide. Joe parcourt ensuite de longues distances pour vérifier d'autres endroits, mais tout ce qu'il trouve, c'est la déception. Le dernier endroit qu'il visite est également vide, et sa frustration commence à monter. Ce soir-là, des flics corrompus entrent dans un bar et s'énervent parce que le barman ne leur donne pas assez d'argent. Joe est assis juste à côté et un flic pense que ce serait une bonne idée de lui demander si sa moto à l'extérieur a été volée. Joe l'ignore et le policier lui demande son permis de conduire. Joe l'ignore encore. Alors le policier essaie de l'attraper, mais Joe le met rapidement hors de combat. Joe part calmement, mais l'autre policier essaie de l'attaquer par derrière. Joe ne touche même pas le type quand il donne un coup de poing, mais la force même du coup de Joe envoie le policier Waldinger. Dehors, Joe regarde leur voiture de police et se rappelle la carte de visite que Mike lui a donnée. Le lendemain, Mike pense qu'Emma rigole, mais elle souligne qu'elle enquête sur un crime. De nombreux deals criminels se font maintenant en réalité virtuelle, et elle doit finir ce travail pour qu'ils puissent avoir le temps d'enquêter sur Joe. Emma explique ensuite que les avancées en VR ont explosé comme jamais récemment, et tout cela grâce à la société AOSA. À ce moment-là, Mike est choqué lorsqu'il reçoit un appel de Joe. Il retire doucement Emma de la VR et lui fait signe de suivre l'appel. Mike essaie de faire dire à Joe qui il est vraiment, mais Joe a ses propres questions. Joe veut parler, alors Mike souligne qu'ils sont en train de parler, mais cela pousse Joe à casser son téléphone. Joe rappelle Mike pour lui donner une dernière chance, mais l'avertit de cesser de faire des jeux. Joe le laisse décider où ils doivent se rencontrer, alors Mike choisit un restaurant. L'appel se termine, mais Emma est déçue car elle n'a pas réussi à suivre Joe. Alors que Joe se dirige vers le restaurant, on voit que les publicités pour AOSA sont partout. Les publicités affirment que la technologie AOSA protège tout le monde, et il est tellement important que les gens doivent l'avoir dans tous les aspects de leur vie tout au long de leur existence. Joe arrive près du restaurant et l'examine pendant que Mike y arrive. Dans le restaurant, Mike demande au propriétaire de faire une promenade. Le propriétaire accepte à contre-cœur de partir, mais demande à Mike de diriger tout livreur qui se présenterait vers la table près de la porte, car c'est là que les commandes seront. Joe arrive enfin, mais Mike veut voir son visage pour confirmer que c'est bien lui. Joe lui montre plutôt la carte de visite qu'il lui avait donnée, mais cela ne suffit pas à Mike. Joe décide de partir, mais Mike accepte de parler avec lui. Joe veut simplement savoir qui est responsable des meurtres en série qui ont eu lieu récemment, et il accepte de répondre à toutes les questions que Mike pourrait avoir en retour. Mike est content d'entendre cela, mais ce policier fou sort alors son arme. Il révèle qu'il n'est pas du genre à faire des affaires avec des suspects et ordonne à Joe de se mettre à genoux. À ce moment-là, un livreur entre et prend une des commandes. Mike se demande pourquoi Joe n'a pas profité de ce moment pour s'enfuir, mais Joe veut toujours parler. À ce moment-là, un autre livreur prend une autre commande. Mike dit à Joe de ne tenter rien pendant qu'il fait le tour de la table avec prudence et déclare que Joe est en état d'arrestation. Joe ne bouge pas d'un pouce, mais Mike se fâche lorsqu'un troisième livreur entre dans le restaurant. Mike se rend compte qu'il n'y a plus de commandes à prendre et que ce livreur se prépare à attaquer. Joe réagit rapidement pour stopper l'attaque, mais son visage est exposé et Mike se demande qui il estimate Joe se retrouve dans un combat. Mais il est clair que cet attaquant n'est pas un livreur. Mike essaie d'arrêter les deux, mais il doit ouvrir le feu lorsque le faux livreur tente de l'attaquer. Joe doit le sauver d'une mort certaine et le combat s'intensifie lorsque l'attaquant révèle qu'il a un autre jeu de bras. Joe est repoussé, mais il utilise son jutsu d'ombre pour faire apparaître 4 bras et 2 têtes. La bataille intense continue, mais Joe a maintenant simplement plus de bras que ce gars et il le saisit. Joe le pousse en arrière et se prépare à mettre fin au combat. Mais il réalise que le jeu de bras supplémentaire du gars était en fait une autre personne qui se cachait dans son sac. Ce deuxième gars l'attaque par derrière et Joe fait de son mieux pour se battre contre ses 2 adversaires mortels.
Joe sauve encore une fois Mike et jette un peu d'alcool sur les assassins. Joe enflamme ses épées et le combat dangereux se poursuit. Joe boit finalement un peu d'alcool et l'utilise pour lancer une boule de feu sur ses adversaires. Il saisit cette opportunité pour lancer toutes ses lames sur eux, en pinçant un gars et en détruisant absolument l'autre. Le combat insane est terminé. Alors Mike supplie Joe de lui dire qui il estime. Joe se contente de dire les mots « canard en pâte », mais Mike se fâche puisque c'est juste un des éléments du menu du restaurant. Mike veut savoir où est le gars de l'hôpital. Alors Joe utilise un dispositif pour lui montrer son déguisement. Joe révèle qu'il est un ninja. Ses faux livreurs l'étaient aussi et les gars de l'hôpital aussi. Juste à ce moment-là, ils doivent se couvrir alors que le groupe tire sur eux depuis l'extérieur. Les choses deviennent encore pires lorsqu'ils regardent dehors et voient qu'un des attaquants tire un roquette sur eux. L'endroit entier explose et les attaquants s'enfuient. Joe est introuvable, mais on voit qu'il est au-dessus en train de surveiller Mike. Mike regarde sa poitrine pour voir que la lame du ninja a traversé son gilet par balle. La lame n'a même pas une seule égratignure après tout le combat avec Joe. Alors Mike se demande qui pourrait avoir fabriqué une arme aussi folle. Juste à ce moment-là, la publicité pour Aosa apparaît derrière lui et les deux hommes la regardent alors qu'elle vante les raisons pour lesquelles tout le monde a besoin de la technologie Aosa dans sa vie. Ailleurs, un homme nommé Zai informe son maître que leur cible est malheureusement toujours vivante. Le maître est contrarié par cela et dit le nom de Higan. Ailleurs, un politicien prend la fuite alors que sa maison vient d'être attaquée. Il implore Dieu d'arrêter les démons, mais les choses deviennent terrifiantes lorsqu'il commence à entendre quelque chose. À ce moment-là, quelques mains terrifiantes sortent de nulle part et mettent fin à leur vie. L'homme responsable observe de près et semble développer un intérêt étrange pour Joe, dont il a une photo sur son téléphone. Par la suite, cet homme est visité par Maître Yamaji. Il se plaint que ce dernier travail était extrêmement ennuyeux et déclare que son talent devrait être réservé à des missions plus palpitantes. Yamaji lui rappelle qu'il n'est qu'une épée et que les armes comme lui n'ont pas de volonté propre. Yamaji précise ensuite que les exilés comme Higan ne sont plus considérés comme des ninjas. Ils sont traités comme des ennemis dès qu'ils partent. Ils doivent être éliminés immédiatement, car ils ne peuvent pas se permettre que quiconque découvre leurs arts secrets. Higan est l'un des ninjas les plus élites de toute l'histoire du Japon. Il a maîtrisé d'innombrables techniques de combat et est totalement impitoyable lorsqu'il s'agit d'éliminer ses cibles. Ils l'ont déjà tué une fois, mais ils pensent qu'il a pu survivre parce qu'il a utilisé son art secret. Yamaji veut l'éliminer pour de bon cette fois-ci, car il veut trouver un moyen de découvrir la technique de Higan. Yamaji a déjà ordonné des préparatifs à cet effet, mais l'autre homme est plus préoccupé par celui que l'on appelle le faucheur. Ailleurs, un homme en rouge est déçu de voir qu'un certain Zai a oublié tout ce qu'il lui a appris sur le combat avec fierté. Ce qu'il fait maintenant n'est que de la violence, et l'homme se demande combien de ses anciens camarades il a déjà tués. Zai élimine ceux qui ont été exilés de l'organisation corrompue, mais cet homme rappelle qu'ils n'ont pas réussi à tuer Higan. Higan a prouvé que ceux qui ont foi dans les anciennes méthodes ne tomberont pas face à des gens comme Zai. L'homme en rouge est sûr que lorsque les autres exilés l'apprendront, ils s'opposeront à l'organisation tout comme lui. C'est l'homme en rouge qui a appris à Zai à manier la lame, mais il doit maintenant mettre fin à ce qu'il a commencé. Il décoche un coup d'une puissance inouïe et dit à Zai qu'il est impossible de se défendre contre une lame de vent. C'est son art secret, l'hirondelle volante. Zai est encore en vie, mais l'homme est sûr que ce ne sera plus le cas très longtemps. Il prévoit d'utiliser à nouveau cette attaque, mais il se rend compte que l'épée de Zai n'est plus là. Un coup d'œil à sa poitrine révèle que Zai a réussi à le poignarder et qu'il est vaincu. Il se prépare à se rendre aux enfers, où il attendra Zai. De retour avec les autres gars, Yamaji révèle qu'il a interdit aux faucheurs de s'engager avec Higan. Au poste de police, Mike apprend que l'attaque du restaurant n'était que le fait de la mafia. Mike est furieux de voir à quel point la dissimulation est évidente, et il est appelé par son patron. On lui rappelle qu'il va bientôt prendre sa retraite,
et qu'il est donc recommandé de ne pas tout gâcher en mettant son nez là où il ne faut pas. Son patron veut qu'il reste chez lui jusqu'au jour de sa retraite et il laisse à Mike des papiers. Ailleurs, Joe est dans une cachette et allume un feu. Il est à nouveau hanté par les souvenirs de sa famille et doit prendre un moment pour se calmer. Mike arrive à sa rencontre comme prévu, mais il lui fait remarquer que le propriétaire du restaurant a été piégé. Il veut faire quelque chose à ce sujet plus tard, mais pour l'instant, ils vont s'amuser à se donner des coups de bec. À l'intérieur, ils font le point sur ce qu'ils savent jusqu'à présent. Les lames utilisées lors de l'attaque étaient faites d'un alliage spécial dont le brevet est détenu par Oza. Il est clair qu'il y a un lien entre eux et le ninja, mais Mike doit encore faire des recherches pour en savoir plus. Oza est une société très dangereuse, car elle a le FBI dans sa poche arrière. Joe se fiche éperdument de leur dangerosité. Ils ont tué sa famille, alors il déclare qu'il va maintenant les traquer jusqu'au dernier et leur faire payer. Mike lui rappelle qu'il devra l'arrêter s'il fait cela, mais il décide qu'il y a beaucoup d'autres salauds qu'il doit d'abord menotter. Mike n'est pas encore prêt à prendre sa retraite. Il brûle les papiers et fait une trêve avec Joe. Joe lui sert un verre et lui explique que c'est ainsi que se forment les alliances. Mais ce n'est pas de l'alcool, car Joe préfère boire des boissons énergisantes. Mike connaît quelqu'un qui s'y connaît en Oza, alors ils vont rencontrer Emma. Mike la taquine pour sa voiture de pacotille, mais elle s'empresse de lui faire remarquer que la sienne est encore pire. Joe s'avère être un passionné de voitures puisqu'il connaît tout de sa coccinelle, mais il est choqué d'apprendre qu'elle sait qu'il est un ninja. Mike lui explique qu'il peut lui faire confiance, mais qu'il doit la calmer lorsqu'elle commence à trop parler. Emma les fait monter dans sa petite voiture et leur montre toute la technologie qu'elle y a installée. C'est pratiquement un gigantesque ordinateur mobile qu'elle a construit toute seule. 6 recherches ont révélé qu'Oza est une multinationale impliquée dans le développement d'armes militaires. Ce n'est pas tout, car elle possède également les 10 dernières technologies en matière de divertissement, d'énergie propre et de toute autre technologie existante. C'est comme s'ils étaient en train de tout envahir, car leurs produits remplacent constamment les logiciels et le matériel informatique. Tous les pays utilisent leur technologie dans une certaine mesure, mais cette croissance rapide a entraîné la propagation de nombreuses rumeurs sombres à leur sujet. Plusieurs personnes gênantes pour leur entreprise, comme des personnalités clés d'organisations rivales et des journalistes enquêtant sur elles, sont mortes de manière mystérieuse. La personne la plus récente est le politicien chauve qui est mort plus tôt dans ce que l'on pense être un accident de voiture. Il refusait d'autoriser les entreprises étrangères à entrer dans son pays, mais son remplaçant fait exactement le contraire. Il attire activement les entreprises étrangères et l'une d'entre elles est Oza. 6 morts semblent bien trop commodes pour Oza et elle les soupçonne d'être à l'origine de tout cela. Ailleurs, un scientifique montre à son patron un réacteur remarquable. Il fonctionne encore mieux que la dernière fois qu'ils l'ont testé, puisqu'il est désormais capable de produire 2 million S de kilowatts d'énergie par seconde. Le patron proclame que cette technologie va changer le monde et qu'Oza doit devenir la seule et unique entreprise. Il porte une sorte de masque étrange et donne du fil à retordre à Joe alors qu'il se dirige vers le haut d'un immeuble. Ce type parvient à repousser Joe un peu et montre qu'il a un tas de bras mécaniques munis de caméras à leur extrémité. 6 choses détectent Joe comme étant l'ennemi. Et Joe se retrouve dans une situation difficile car il est blessé. Joe utilise à nouveau sa capacité d'ombre pour invoquer d'autres bras. L'ennemi s'empare de lui, mais Joe parvient à prendre l'avantage. Joe découpe quelques missiles, mais il a encore plus de puissance de feu cachée dans son visage. Joe, qui est incroyablement doué, parvient à esquiver les missiles en plein volume et finit par détruire ce type. Une épée dans la tête n'étant pas suffisante pour Joe, il s'empare de l'appareil photo du type et le jette du haut du toit. Joe sait que quelqu'un l'observe et lui fait signe qu'il est le prochain. Une ambulance vient chercher Mike et Emma, et Joe reçoit un appel téléphonique. Il hésite à décrocher, mais la voix à l'autre bout du fil lui explique qu'il est heureux qu'ils puissent enfin se parler. La voix l'appelle par son vrai nom et Joe est choqué.
Leur technologie améliorera la vie de tous et sera la nouvelle norme pour le monde entier. Il rencontre ensuite Yamaji. Yamaji lui montre une photo de l'attaque du restaurant et l'homme confirme qu'il s'agit bien de ces hommes. Il explique qu'il était en train de tester une nouvelle arme et qu'il a pensé qu'un ninja serait le sujet d'essai idéal car il a des capacités surhumaines. Craignant la colère de Yamaji, il souligne qu'il s'agissait d'un ancien ninja et non d'un membre de l'organisation. Il tente de rappeler à Yamaji qu'ils sont partenaires, mais ce dernier lui dit de ne plus jamais recommencer. Ailleurs, Emma montre au gars le centre de l'énorme entreprise connue sous le nom d'Aosa. Osa City est une ville expérimentale entièrement gérée par l'organisation. À ce moment-là, Joe empêche Mike de se faire transpercer le crâne par une lame alors qu'ils sont attaqués. Emma tente de les sortir de là, mais une épée continue de transpercer la voiture. Mike tire sur la personne qui se trouve sur le toit et Joe fait un peu de ninja pour sentir où se trouve l'attaquant. Il envoie sa propre épée à travers le toit, mais Truck-hoon leur fonce dessus. Joe constate que les deux autres sont inconscients et il voit l'attaquant à l'extérieur. Ce ninja fou lui lance une tonne de lames, alors Joe sort pour combattre ce type.